Juillet 2023. Le baron de la drogue mexicain Michael Torres a été déshumanisé et assassiné en prison en représailles aux nombreuses vies qu'il a prises à l'extérieur. Si cela vous intrigue, préparez-vous alors à plonger dans les récits déchirants de 10 membres de cartels et de chefs mafieux tués à l'intérieur des murs d'une prison. Numéro 10. Elmer Pacho Herrera. Le 6 novembre 1998, le grand Elmer Pacho Herrera a été brutalement abattu dans son établissement pénitentiaire par un détenu ivre. À l'époque, Elmer Pacho était la version colombienne d'El Chapo. Il était aussi impitoyable que son homologue mexicain en ce qui concerne le trafic de drogue et l'élimination de ses concurrents. Né le 24 août 1951, Herrera a grandi dans une ville colombienne de Palmira, dans le département de Valle del Cauca. Au lycée, Herrera a étudié la maintenance technique, une expérience qui lui a permis de trouver un emploi plus tard aux États-Unis. Cependant, en vivant aux États-Unis, il a découvert un commerce plus lucratif et en plein essor, la vente de cocaïne à New York. En 1975 et 1978, Elmer a été arrêté pour la distribution de cocaïne, ce qui a conduit à son expulsion vers la Colombie. Cependant, cela s'est avéré être une bénédiction car à son retour dans son pays, Elmer s'est installé à Cali pour négocier les droits de fourniture et distribution avec le cartel de Cali pour New York. Une fois ce droit obtenu, il a ouvert ses propres routes de trafic pour le cartel de Cali à travers le Mexique grâce aux connexions qu'il avait précédemment établies, faisant de lui l'un des premiers grands fournisseurs de cocaïne aux États-Unis. Herrera dirigeait également l'une des opérations de blanchiment d'argent les plus sophistiquées et rentables de Colombie. Cet homme gagnait plus d'argent que 90% des gens dans le monde qui ne verront jamais ce montant de leur vie. Il était incroyablement riche et avec sa richesse, il a été promu à un poste de baron du cartel de Cali et a obtenu le contrôle de plus de routes pour fournir son produit. Cependant, gagner plus de pouvoir signifiait aussi gagner plus d'ennemis et son principal ennemi à l'époque était Pablo Escobar. Elmer a réussi à rester à l'écart du grand public jusqu'à ce que Escobar lance 2 tentatives d'assassinat pour le tuer. Cela a mis en lumière les opérations de Elmer et a partiellement contribué à sa mort. En novembre 1991, la DEA a lancé l'opération Kingpin, qui visait 2 cellules de distribution de Herrera à New York. Grâce à un effort à grande échelle, la DEA a utilisé plus de 100 écoutes téléphoniques simultanées autorisées par le tribunal sur des téléphones cellulaires, ce qui a conduit à l'exposition de la structure du cartel de Cali. Cela a conduit Elmer à se rendre au Search Block, une unité de la police colombienne. Pour sa coopération, il a été condamné à une peine de 14 ans, ce qui était assez clément si l'on y pense. Cependant, il n'a jamais retrouvé sa liberté. Ce jour-là, un détenu nommé Rafael Ángel Uribe Serna s'est rendu sur le terrain de football où Elmer jouait au football avec d'autres détenus. En voyant Elmer, il s'est précipité pour l'embrasser avant de sortir une arme à feu et de lui tirer 7 balles dans la tête. Elmer a été emmené à l'hôpital avant d'être déclaré mort. Mais contrairement à Elmer, qui a changé de mode de vie après son entrée en prison, ce prochain membre de cartel a refusé de faire de même, ce qui a finalement conduit à sa mort. Numéro 9. Michael Torres. En juillet 2023, un baron de la drogue de la mafia mexicaine du cartel, Michael Torres, a été poignardé à mort dans sa cellule par 2 détenus. Les hommes qui ont perpétré le meurtre étaient Rey Martinez, âgé de 49 ans, et Juan Ángel Martinez, âgé de 47 ans. Ces hommes n'avaient rien à voir avec Torres, ils n'étaient pas des sicarios de cartel et étaient en prison pour meurtre et d'autres crimes. Alors, pourquoi ont-ils attaqué Torres? Eh bien, la réponse tourne autour d'un mot: revanche. Vous voyez, dans les années 90, Torres a rejoint un célèbre gang de rue de la vallée de San Fernando nommé Gang Sanfer. Il était assez jeune à cette époque et n'était pas profondément impliqué dans le monde des stupéfiants. Il volait les passagers, détournait des voitures et était un pickpocket pour la plupart, jusqu'à ce qu'il soit parrainé pour rejoindre la mafia mexicaine par l'un de ses fondateurs, Luis Huerobov Flores, en 1994. Cependant, il a été arrêté pour homicide involontaire moins d'1 an plus tard, mais c'est là que tout devient intéressant. Au début des années 2000, Torres a été libéré après avoir purgé 16 ans pour son crime. On pourrait s'attendre à ce que n'importe quel homme normal quitte le monde du crime et mène une vie normale, pas vrai? Eh bien, pas Torres. Dans son cas, il est allé plus loin dans le monde du crime, se mêlant aux membres du cartel pour exporter leurs produits à travers les frontières et aux États-Unis.
Cependant, d'un autre côté, il y avait un homme connu sous le nom de Smokey qui était affilié à la mafia mexicaine sous le pseudonyme de David Diablo Mendoza. Le rôle de M. Mendoza consistait à extorquer des frais de protection auprès des trafiquants de drogues et des prostituées de la région, qui étaient légitimement dus à Torres et à ses associés. Cette situation a poussé Torres à le poursuivre, mais au cours de ces événements, une tentative a été faite sur la vie de son fidèle bras droit, Smokey, qui a miraculeusement réussi à survivre. Smokey a alors dénoncé Torres à la police qui a conduit à sa deuxième arrestation et finalement à sa mort. Lors de son procès, Torres s'est défendu lui-même malgré le fait qu'il n'avait qu'un niveau d'éducation de 5e année. D'un point de vue simple, cela peut sembler stupide, mais en réalité, Torres jouait un jeu brillant. Il faisait cela pour prolonger son séjour à la prison centrale pour hommes, où il percevait une taxe sur toutes les ventes de drogue. Il vendait de la contrebande à d'autres membres de cartels en prison et recevait une taxe d'1/3 sur toutes les ventes de drogues effectuées à l'extérieur. Cela agaçait beaucoup de détenus et cela signifiait que Torres devait partir. À 9h le jour en question, Ray et Juan Martinez ont réussi à entrer dans la cellule de Torres et l'ont brutalement poignardé à mort à plusieurs reprises. Il est mort à l'âge de 59 ans. Numéro 8. Gilberto Rodríguez Orejuela. Tout comme Elmer Pacho Herrera, Gilberto faisait partie des leaders du cartel de Cali, mais contrairement à Elmer, Gilberto a rencontré la mort d'une manière différente. Le 30 janvier 1939 marque la date de naissance de Gilberto à Tolima, en Colombie. Il a vécu une vie assez normale en grandissant, mais en 1975, il a réuni ses forces avec son frère, Miguel Rodríguez Orejuela, et José Santa Cruz Londoño pour former le cartel de Cali. Ils ont exploité le marché de la cocaïne à ses débuts en fournissant plus de 80% de la cocaïne trouvée aux États-Unis et 90% du même produit en Europe. Et vous vous demandez probablement, Pablo Escobar ne fournissait-il pas une quantité équivalente? Eh bien, Escobar le faisait, mais avant que le cartel de Medellín ne trouve ses marques sur le marché, le cartel de Cali faisait la loi, amassant plus d'argent que vous ne pouvez en rêver. Mais la plus grosse erreur que Gilberto a probablement faite a été de tenter d'étendre son organisation plus profondément en Europe. Le 15 novembre 1984, Gilberto et ses associés se sont rendus en Galice, en Espagne, dans le but d'étendre les activités du cartel sur le continent européen. Ils ont rencontré les trafiquants en Galice et ont également formé des alliances avec le puissant et respecté groupe mafieux de la Camorra pour aider à faire circuler leurs produits. C'était un coup solide puisqu'Escobar avait pris le contrôle du marché américain à cette époque. Le seul inconvénient était que ce mouvement a officiellement inscrit le nom de Gilberto sur la liste des plus recherchés de la DEA et en a fait également un homme recherché en Colombie. Le 9 juin 1995, Gilberto a été arrêté par la police nationale colombienne lors d'une perquisition à Cali. Il a été condamné à 15 ans de prison, mais par miracle ou corruption, peu importe laquelle a fait le travail, Gilberto a été libéré seulement 7 ans plus tard, en novembre 2002. D'un autre côté, le gouvernement des États-Unis n'était pas prêt à laisser cet homme partir comme ça. Son mandat d'extradition a été accordé et il a été emmené aux États-Unis pour faire face à des accusations de trafic de drogue. Le 26 décembre 2006, Gilberto a été condamné à 30 ans de prison. Il a tenté de faire appel pour une libération anticipée, étant donné que les conditions de vie en prison le tuaient lentement. Il souffrait de multiples infections et de maladies aussi mortelles que le cancer. Cependant, les crimes de Gilberto étaient si répugnants qu'il n'y avait aucun moyen qu'il soit libéré. Le 31 mai 2022, Gilberto est mort dans un centre médical pénitentiaire à l'âge de 83 ans. Numéro 7. El Chino Anthrax. Le 14 mai 2020, le baron de la drogue mexicaine José Rodrigo Arrichega Gamboa, alias El Chino Anthrax, a été brutalement tué par une escouade de tueurs à gages du cartel de Sinaloa alors qu'il était en résidence surveillée. Avant de rentrer dans les détails de sa mort, revenons un peu en arrière pour comprendre pourquoi exactement El Chino a été assassiné. 1946, El Chino Anthrax était chez lui, assis avec sa femme et sa jeune fille. Désespéré pour assurer sa sécurité financière, il a cherché de l'aide auprès de ses voisins notoires, la famille Zambada. Cependant, Anthrax n'a pas immédiatement plongé dans les profondeurs dangereuses du travail pour le cartel.
D'abord, il s'est vu confier les subtilités de la logistique. Ensuite, il s'est engagé dans la livraison de petites quantités de drogue, avant de finalement élaborer une stratégie grandiose pour transporter des tonnes de cargaisons illicites du Mexique vers les États-Unis, tout en restant incognito. Après une série de livraisons réussies qui ont échappé à la vigilance des patrouilles frontalières américaines, Anthrax a récolté des millions. Son motif initial était d'assurer le bien-être de sa famille, mais à mesure que la richesse et le pouvoir l'enivraient, ses ambitions grandissaient. Il a alors formé Los Anthrax, une escouade armée du cartel de Sinaloa chargée de fournir des services de sécurité armés à El Mayo Zambada. À partir de ce moment-là, Los Anthrax a brutalement tué et déshumanisé leurs rivaux d'une manière que seuls des monstres pourraient faire. Et comme si cela ne suffisait pas, il l'a défilé sur les réseaux sociaux, espérant atteindre un certain niveau de notoriété. Mais tout s'est effondré en décembre 2013 après son arrestation dans un aéroport aux Pays-Bas. Il a été identifié grâce à sa fameuse bague en diamant Los Anthrax que tous les membres portaient. En janvier 2014, il a été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations liées au trafic de drogue. Après un an d'audience au tribunal, Anthrax a plaidé coupable en mars 2015, recevant une peine étonnamment courte de 7 ans et 3 mois, suscitant des soupçons de coopération avec les autorités. Après avoir purgé 5 ans de prison, il a été libéré en résidence surveillée en mars 2020. Il est devenu évident qu'El Chino avait conclu un accord avec les fédéraux et le cartel de Sinaloa savait qu'il ne pouvait plus être digne de confiance. Dans la nuit du 14 mai 2020, El Chino Anthrax était chez sa sœur, dînant avec son mari. Mais de nulle part, une escouade de tueurs du cartel de Sinaloa a fait irruption, entraînant une fusillade intense avec Chino ripostant avec un fusil d'assaut. Cette fusillade a duré jusqu'à l'aube, mais lorsqu'El Chino Anthrax et sa sœur ont manqué de munitions, ils se sont rendus et ont été abattus dans leur maison. Le lendemain, la police de la ville d'Ayoun à Sinaloa a découvert un SUV noir avec 3 corps à l'intérieur, ceux d'El Chino, de sa sœur et de son mari. Numéro 6. The Iceman. Une nuit froide de l'année 2015, Mark The Iceman Fellows a assassiné l'un des plus grands gangsters de Manchester, juste devant son allée. Ce crime a solidifié The Iceman comme l'un des tueurs à gages les plus impitoyables de la région. Mais il n'était pas n'importe quel tueur à gages. Il était prétendument utilisé par des trafiquants de drogue et des gangsters de la région pour effectuer des assassinats de haut niveau, lui valant une place sur notre liste. Il est né le 5 septembre 1980 à Salford, Manchester. Cependant, lorsqu'il était adolescent, il a déménagé à Warrington où il a vécu la majeure partie de sa vie. En 2015, Mark était devenu un criminel endurci et un tueur à gages pour quiconque voulait bien l'engager. C'est aussi en 2015 qu'il a tué un homme nommé Paul Macy. Macy, connu sous le nom de Mr. Big, était bien connu dans tout le grand Manchester pour ses activités criminelles, notamment la vente de drogue pendant la scène rave des années 90. Il a été emprisonné pendant 14 ans en 1999 pour une agression au couteau devant une discothèque à Manchester, et même après sa sortie, Mr. Big était toujours une grosse menace. Cependant, une nuit froide à Clifton, Salford, Mark Fellows s'est habillé en tenue militaire et a criblé le corps de Macy de balles juste devant son allée. 3 ans plus tard, Mark Fellows a assassiné l'ami et associé de Macy, Kinsella, un homme de 53 ans originaire de Liverpool et membre de son gang, alors qu'il promenait ses chiens avec sa compagne enceinte, Wendy Owen, sur un sentier isolé près de leur maison à Rainhill, Merseyside. Mark s'est approché d'eux à vélo, tirant silencieusement sur Kinsella par derrière. Il ne s'est pas arrêté là. Il a également tenté d'éliminer la femme de Kinsella, mais elle a miraculeusement survécu. Mark The Iceman Fellows a finalement été lié aux 2 meurtres et a été arrêté par les autorités. Il a été accusé de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Mais voici la partie folle. À peine un mois après sa condamnation, Mark Fellows a été attaqué en prison avec un rasoir. Il a tenté de demander de l'aide auprès du tribunal et du directeur de la prison, mais personne n'est venu à son secours. Quelques semaines plus tard, il a été poignardé au cou plusieurs fois dans sa cellule. Il a été découvert quelques minutes plus tard lorsque les gardiens de prison l'ont trouvé dans une mare de son propre sang. Le plus effrayant, c'est que personne ne sait vraiment s'il est mort ou non. Après son transfert à l'hôpital, aucun dossier ne précise qu'il a survécu de l'attaque ou s'il est décédé. Alors, The Iceman est-il toujours en vie? Nous ne saurons le dire.
Numéro 5. Rodney J. DeLong Jr. et Robert John Stockton. C'est une chose qu'un membre de cartel soit tué en prison, mais c'en est une autre qu'un membre de cartel ou de gang soit l'auteur du meurtre. Prenons par exemple le cas de Rodney J. DeLong Jr. En mai 2018, dans le but de maintenir le ratio détenus-cellules, les responsables de la prison de High Desert State Prison, Nevada, ont décidé de placer un détenu nommé Rodney DeLong dans une cellule avec Robert John Stockton, un associé de la fraternité aryenne qui avait poignardé quelqu'un à mort pour le compte du tristement célèbre gang de prison seulement 2 ans auparavant. Rodney a été placé dans la cellule de Stockton, mais moins d'1 heure plus tard, il a été retrouvé gisant sur le sol dans une mare de son propre sang. Que s'est-il passé ? Tout d'abord, DeLong était un détenu purgeant une peine de 9 ans pour une condamnation en 2014 pour cambriolage, possession de substances contrôlées et agression avec une arme mortelle. En revanche, Stockton a utilisé un chêne fabriqué à partir d'une porte métallique de cellule pour poignarder DeLong au cou et aux yeux. Et après avoir commis l'acte, Stockton a remis l'arme avec son plateau repas aux agents pénitentiaires. La pire, et je dis bien la pire partie de cette attaque, c'est que DeLong avait à peine 7 mois avant de terminer sa peine de 9 ans. Alors qu'avait-il bien pu faire de mal ? Eh bien, DeLong avait été signalé dans les dossiers de la prison comme un ennemi de la fraternité aryenne, ce qui signifie que Stockton ou tout autre membre ou associé du gang serait censé attaquer DeLong à vue ou risquerait de subir des représailles eux-mêmes. Numéro 4. Joseph Hutchinson. Le 4 août 2023, les agents du shérif de comté de LA effectuaient une vérification de sécurité à la prison du centre-ville de Los Angeles lorsqu'ils ont trouvé Joseph Hutchinson, 51 ans, souffrant de blessures par arme blanche dans une cellule qu'il partageait avec un autre détenu. Alors, quelle est son histoire ? Eh bien, pour commencer, les circonstances de la mort de Hutchinson restent floues, mais elle est survenue juste un mois après celle de Michael Torres, dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo. Et tout comme Torres, Hutchinson était un membre de longue date du gang Sunfair. Il utilisait le pseudonyme Capone dans la rue lorsqu'il vendait de la drogue pour Torres. Il collectait de l'argent de Torres et s'assurait que ses ordres étaient suivis derrière les barreaux et dans les rues de la vallée de San Fernando. Cependant, une chose en entraînant une autre, Hutchinson a été condamné pour ses crimes, mais une fois en prison, il n'a pas arrêté. Il a rencontré un gars du gang Rosemead Lomas nommé Martinez. Ce type a pris le contrôle du système carcéral après que Torres a été assassiné. Et comme Hutchinson était l'une des rares personnes en qui Torres avait confiance pour gérer ses affaires de son vivant, Martinez a pris Hutchinson comme son bras droit, mais c'est probablement l'une des principales raisons pour lesquelles Hutchinson a été tué. Les membres de la clique de Torres ont estimé que Hutchinson les avait trahis en travaillant avec leurs rivaux, et cela lui a valu un billet aller simple pour l'au-delà. Maintenant, personne ne sait exactement comment Hutchinson a été tué, mais le 3 août 2023, certains prisonniers affirment que sa cellule a été envahie par les membres du gang Sunfair qui n'ont pas perdu de temps pour le poignarder à mort. À l'aube du lendemain, Hutchinson a été trouvé gisant dans une mare de son propre sang. Il a été déclaré mort quelques heures plus tard. Numéro 3. Joe Pegleg Morgan. Le 27 octobre 1993, Joe Morgan a reçu un diagnostic fatal de cancer du foie inopérable alors qu'il purgeait à peine une perpétuité à la prison d'État de Californie, Corcoran, ajoutant une tournure mystérieuse à sa vie déjà complexe derrière les barreaux. Dans les années 90, Joe était un gangster américain devenu le premier membre non hispanique de la mafia mexicaine. Il a grandi dans une famille très pauvre et a été fortement influencé par le type de quartier où il a grandi. À l'adolescence, il a rejoint le gang de rue Fort Maravilla, l'un des plus anciens gangs documentés de Los Angeles, et de là, il a rejoint la mafia mexicaine. Il a commencé à tracer sa propre voie vers la destruction lorsqu'il a tué le père de sa petite amie en 1946, ce qui a conduit à son arrestation la même année. Cependant, il s'est évadé de prison en attendant son procès et en utilisant l'identité d'un autre détenu, mais il a été repris et emprisonné à la prison de San Quentin. Joe n'avait que 17 ans à l'époque et était impitoyable lorsqu'il s'agissait de violer la loi. En 1955, il a obtenu une libération conditionnelle, mais il a de nouveau été arrêté pour un vol à main armée où il a dérobé plus de 185 000 $ à une banque de West Covina. En 1961, ce type a eu le culot de mener 11 détenus dans une autre évasion de la prison du comté de Los Angeles par un conduit de tuyau, utilisant des lames de scie qu'il cachait dans sa jambe prothétique, ce qui lui a valu le surnom de Pegleg. Une fois sorti, Morgan a établi ses connexions avec des membres de haut rang des cartels et de la mafia, renforçant son établissement pour fournir de la cocaïne et de l'héroïne à travers la Californie.
À la fin des années 1970, Morgan était l'un des membres les plus haut placés de la mafia mexicaine dans le sud de la Californie et avait des connexions dans la plupart des États-Unis et même jusqu'au Mexique. Mais il a finalement été arrêté et condamné à une peine de perpétuité pour une série de vols à main armée qu'il a commis dans les années 1970. Ce jour-là, Morgan a été diagnostiqué avec un cancer du foie inopérable. Sa femme a demandé qu'il soit libéré pour des raisons de compassion, mais avant que le tribunal ne puisse accorder sa demande, Morgan est décédé. Numéro 2. John Gotti. John Gotti n'est évidemment pas un membre d'un cartel, mais l'histoire de sa vie jusqu'à sa mort en tant que gangster américain et chef de la mafia convient parfaitement à cette vidéo. Né le 27 octobre 1940, John Joseph Gotti Jr. a grandi dans le quartier du Bronx de New York. Il a grandi dans une famille italo-américaine de classe ouvrière dans le South Bronx, mais son enfance a été marquée par un environnement turbulent influencé par le milieu criminel. Il a abandonné l'école à un jeune âge et s'est impliqué dans des activités criminelles mineures. En grandissant, il s'est de plus en plus impliqué dans le monde du crime organisé, gravissant finalement les échelons pour devenir l'un des chefs les plus infâmes de la famille du crime Gambino. Gotti et ses frères naviguaient dans les eaux du crime, gagnant autant d'argent qu'ils pouvaient en mettre dans leurs poches. Cependant, après que le FBI a inculpé certains des membres de l'équipe de Gotti pour vente de drogue, il a commencé à craindre que lui et son frère puissent faire face à des conséquences mortelles de la part du patron Castellano en raison de leur trafic de drogue. Cette peur a continué de croître, surtout au milieu de la discorde croissante au sein de la famille du crime. En réponse, Gotti a pris le pouvoir entre ses propres mains, il a orchestré le meurtre de Castellano. Il a sauvagement tué Castellano et a pris le pouvoir. À l'apogée de son règne, Gotti se tenait comme l'un des patrons du crime les plus influents et menaçants des États-Unis. Pendant son règne, il est devenu célèbre pour son caractère extraverti et son allure flamboyante, ce qui lui a valu la faveur d'une bonne partie du public. Alors que ses collègues mafieux évitaient généralement l'attention des médias, Gotti, connu sous le nom de The Dapper Don, exhibait ses vêtements coûteux et son charme devant les caméras de télévision, ce qui faisait que les gens l'aimaient et le détestaient à la fois. Tragiquement, son propre sous-chef, Salvatore Sammy the Bull Gravano, a coopéré avec le FBI pour le condamner en 1991. Gravano a accepté de devenir témoin pour l'accusation et de témoigner contre Gotti après avoir entendu des écoutes téléphoniques incriminantes dans lesquelles Gotti le dénigrait alors que tous deux étaient impliqués dans plusieurs meurtres. En 1992, Gotti a été reconnu coupable de 5 meurtres, de complot en vue de commettre un meurtre, de racket, d'obstruction à la justice, d'évasion fiscale, de jeux illégaux, d'extorsion et de prêts usuraires. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et a été transféré à la prison pénitentiaire des États-Unis à Mariel. Puis le 10 juin 2002, Gotti est mort d'un cancer de la gorge alors qu'il était détenu au Centre médical fédéral des États-Unis pour prisonniers à Springfield, Missouri. Numéro 1. El Neto. Oh là là, par où devons-nous commencer avec celui-ci ? Quoi qu'il en soit, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, également connu sous le nom d'El Neto, était un membre de cartel mexicain connu pour sa direction de Los Mexicles, un gang de rue basé à Ciudad Juárez et allié d'El Chapo. Le 6 avril 1989 marque la naissance d'El Neto à Chihuahua, au Mexique. Avant l'âge adulte, il avait déjà commis quelques crimes qui, à son avantage, sont passés inaperçus par les forces de l'ordre. Ce n'est qu'en 2007 que les autorités mexicaines l'ont identifié comme chef criminel violent. Dire qu'El Neto tuait des gens pour le plaisir ne serait pas déplacé car en réalité c'est un peu ce qu'il faisait. Puis il envoyait leur tête dans des glacières à quiconque voulait bien les recevoir. Le groupe qu'il contrôlait, Los Mexicles, était responsable de nombreux enlèvements, extorsions, meurtres brutaux et de tous les vices inhumains que l'on peut imaginer. En 2009, sa renommée l'a rattrapé. Il a été identifié, arrêté et emprisonné en lien avec 30 enlèvements survenus dans son état de résidence. Par la suite, il a été condamné à une peine de 224 ans en décembre 2010, mais ce n'était que le début de son histoire. Le dimanche 1er janvier 2023, El Neto s'est échappé de la prison d'état de Cerezo numéro 3 à Ciudad Juárez avec 24 autres détenus. L'évasion a impliqué une fusillade de masse qui a fait 17 morts dont 10 gardiens. Cependant, ce n'était qu'un moyen pour atteindre une fin.
4 jours plus tard, El Neto a été abattu par une équipe impliquant l'armée mexicaine et la police d'État dans le quartier de Colonia Azteca. Il a échangé des coups de feu avec l'armée mexicaine avant d'essayer de s'échapper dans une BMW. Mais sa chance a tourné et il a été tué dans la rue. Évidemment, il n'a pas été tué en prison, mais d'après les photos sanglantes qui ont fait le tour après sa mort, peut-être que mourir en prison n'aurait finalement pas été si mal.